Bonjour et bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécoises et des Québécois du monde entier. J'ai découvert mon invité de cet épisode en faisant des recherches sur les artistes de la Gaspésie et j'ai tout de suite pensé que son parcours, aussi bien que son univers artistique, seraient idéaux pour une entrevue dans ce balado. Je lui ai donc proposé d'aller à sa rencontre dans la baie des Chaleurs, mais elle m'a répondu qu'elle avait déménagé à Rimouski. Ça tombait bien, car j'avais prévu de m'y arrêter en revenant vers Montréal. On s'est donc donné rendez-vous un dimanche matin dans son bureau de l'Université du Québec à Rimouski pour enregistrer cette discussion. Bonne écoute! Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Bonjour Alexia. Ça va bien ? Oui, ça va très bien, merci. Merci de me recevoir dans ton bureau à l'Université du Québec à Rimouski. Donc on va parler de ce qui t'a amené jusqu'ici. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire un petit peu qui tu es ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Thuy Aurélie Nguyen et je suis professeure en psychosociologie à l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis aussi artiste, écrivaine, mère de 2 jeunes enfants. Et donc, comme on peut l'entendre, tu ne viens pas de Rimouski. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? C'est une très belle question qui pourrait prendre beaucoup de temps, mais je dirais que c'est une rencontre fondatrice avec une professeure qui s'appelle Jeanne-Marie Ruguera, qui est d'origine rwandaise et qui enseigne à l'UQAR. D'accord. Et avant ça, quel a été ton parcours ? J'ai d'abord étudié en lettres. J'ai une maîtrise en lettres à l'Université Lumière, Lyon 2. Et puis après, j'ai fait un parcours plutôt dans le domaine du corps. J'ai été fasciathérapeute, somato-psychopédagogue. J'ai étudié à Paris, mais je vivais à Lyon. Et puis dans une formation continue qui avait lieu à Paris, Jeanne-Marie Ruguera, donc cette professeure en psychosociaux de l'UQAR, a été invitée pour donner une formation. Et j'ai eu un coup de cœur immense pour cette femme d'origine rwandaise qui enseignait les relations humaines à l'UQAR d'une manière que j'ai trouvée magistrale, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'assurance. Et là, je me suis dit, mon Dieu, il me semble qu'il me manque beaucoup d'habileté et de compétences pour animer des groupes et pour tout simplement, je te dirais, vivre avec les autres dans le monde. Ça a été un petit peu le moteur de ce départ-là pour Rimouski. D'accord. Et donc, tu as vécu à Rimouski plusieurs années, puis en Gaspésie, puis de retour à Rimouski. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui. À ce moment-là, j'étais aussi dans une grande transition de ma vie personnelle, de ma vie amoureuse. J'ai vécu une séparation après 11 ans. Et puis, je me suis dit, ça ferait peut-être du bien d'aller prendre l'air quelque part pour avoir un peu de recul sur cette situation. Alors, je suis allée voir Jeanne-Marie, je me souviens, à la fin d'un stage. Je pense qu'il y en a eu 2 dans la même année. Ça devait être en 2008 et début 2009. Et puis, je l'ai regardée et je lui ai dit, mon Dieu, j'aimerais voir comment tu enseignes les relations humaines de cette manière-là à l'université. Ça me paraissait fou. Et puis, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Tu viendras ». Et effectivement, quelques mois plus tard, ma séparation s'est officialisée. Je me sentais vraiment perdue dans ma vie. Et je me suis dit, quel meilleur moment pour partir, pour réfléchir sur la situation et prendre du recul. Fait que j'ai pris un aller-retour d'une dizaine de jours, comme ça, en fin de session. Donc, ça devait être avril 2008. Et j'ai été invitée à assister à quelques cours en psychosociaux, en auditrice libre. J'ai été accueillie par la communauté ici. Et puis, le timing était parfait parce que c'était la fin de session. Les étudiants clôturaient leur bac après 3 ans. Et j'ai assisté à un cours, par exemple, qui s'intitulait « Comment clôturer une séquence de sa vie ?» Et je pense que je me suis dit, je suis au bon endroit. Comment on fait ça ? Tu sais,
À l'école, on apprend toutes sortes de choses, mais j'avais jamais appris ça. Et là, j'ai vu que, oui, on pouvait apprendre à clôturer, à ritualiser par l'écriture, par des moments en communauté où on se remémore, par exemple, qu'est-ce qui a été le plus difficile, qu'est-ce qui a été le moment le plus fort, et puis on remercie ses alliés. Bref, ça a été un moment très, très important. Et ça m'a donné aussi le courage de revenir pour faire ce que j'avais à faire pour terminer ma relation et tout ça. Et puis à un moment donné, en descendant sur l'avenue de la cathédrale, il y avait le fleuve qui était dans le soleil couchant, et c'était vraiment une énergie très belle dans les tons roses, bleus, très très doux. Et j'ai entendu cette voix, « Ta vie est ici ». Ah. Je me suis rendue au Crêpes Chignon, qui est un petit restaurant. Qui existe encore. Voilà. Et puis, il y avait toutes les étudiants qui fêtaient la fin de session. Et là, j'ai dit à Jeanne-Marie, j'aimerais venir étudier ici. J'aimerais reprendre des études en communication, relations humaines, en psychosociaux. Mais j'ai pas vraiment d'argent, tu sais, je sais pas trop comment je pourrais m'y prendre. Et elle m'a dit, je t'héberge chez nous. Alors, j'avais jamais vu où elle habitait, mais j'ai dit oui. Et 6 mois plus tard, j'étais là et je commençais un bac en psychosociaux à l'UQAR. D'accord. Et donc, tu as vécu 3 ans chez Jeanne-Marie ? J'ai vécu 2 ans et demi. Oui, j'ai fait mon bac en 2 ans et demi. Et puis, ça a été tout un cheminement, je te dirais, existentiel, spirituel. Il fallait que je reconstruise des bases que j'avais pas construites au niveau affectif. Fait que j'avais des devoirs à l'école, j'avais des devoirs à la maison, mais j'étais là pour ça. Je voulais apprendre. J'étais dans une quête aussi identitaire, très profonde. Je pense que quand j'ai rencontré Jeanne, elle m'a dit, mais on dirait pas que tu sais que tu es à moitié vietnamienne. Et effectivement, ma mère est française, mon père est vietnamien, mais comme je suis née en France et que j'ai grandi en France jusqu'à ma trentaine, on dirait qu'il y avait un aperçu total, enfin, pas total quand même, mais un grand aperçu sur mon origine vietnamienne. Le fait d'avoir été scolarisée à la française, que c'était tellement important aussi pour mes parents, mon père, que je m'intègre dans la société française, que je parle bien, que j'écrive bien. Alors, par exemple, la langue vietnamienne ne m'a pas été transmise. Mon père parlait très peu de son vécu au Vietnam. Il a quitté le Vietnam à 18 ans. Pour faire des études en France. Il voulait tellement y revenir, puis finalement, ça n'a pas été possible, puisqu'en 1975, les communistes ont pris Saigon, puis là, il est devenu apatride. Donc, ça a été à lui, l'aîné de la famille, de faire venir tous ses frères, ses sœurs, sa mère. Voilà, donc une grosse mission de vie. Beaucoup de deuil, en fait, qui n'ont pas été forcément faits. Beaucoup de tristesse, de peine et de difficulté à parler de tout ça. Voilà. Donc j'avais toute cette part un peu manquante dont j'étais pas tout à fait consciente, mais à la rencontre de mon amie Jeanne-Marie, qui est devenue ma mentor, une mère spirituelle, et qui elle-même est métisse, moitié Hutu, moitié Tutsi, donc métissage fratricide s'il en est. Et moi, avec mon métissage franco-vietnamien, il y avait aussi cette histoire de guerre, de colonisation, de hiérarchie entre 2 peuples, dont voilà, l'un a été dominé par l'autre. Et il fallait que je prenne conscience de toute cette histoire de colonisation pour que je parvienne à me décoloniser moi-même, en fait, puis à assumer cette part de moi qui était présente, mais qui n'était pas reconnue. Et donc, si je comprends, tu avais quand même des oncles, des tantes, une grand-mère vietnamienne en France ? Qui sont arrivés progressivement, oui, que mon père a fait venir, qui sont arrivés dans toutes sortes de conditions, dont quelques-uns en boat people. J'ai un cousin qui est né aussi en prison. Bref, j'ai toute une épopée familiale. Mais effectivement, j'ai quand même été exposée à la langue vietnamienne dans les retrouvailles. Finalement, ils se sont rendus plus tous du côté de Paris. Nous, on habitait à l'époque à Belfort, pas loin de l'Alsace. Donc, mais il y avait des retrouvailles familiales quand même. Puis quand j'étais toute petite, mes parents ont accueilli ma grand-mère puis une de mes tantes. Puis au début, elles étaient proches de nous. Donc tous les dimanches, on allait manger chez celle que j'appelais Mamie Nonoï.
Et voilà, donc j'ai été exposée très tôt à la nourriture vietnamienne et je pense que c'est ça qui m'a été transmis le plus fort, à défaut de la langue, c'est ce goût et cette passion pour la cuisine vietnamienne. Même si je cuisine pas vraiment vietnamien, j'adore manger vietnamien. Et ces membres de ta famille, eux, ne t'ont pas plus parlé du Vietnam? Il y avait une sorte de secret? Oui, dans les oncles, c'est vrai que c'était pas évident. Et puis, pour mes tantes, il y en a une qui était plus encline à parler, avec qui j'ai un très beau lien aussi, ma tante Nyung. Et puis, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, donc quand même plusieurs années plus tard, là, en littérature, en recherche-création, j'ai fait quelques entrevues avec ma famille parce qu'il y avait des retrouvailles familiales à Dijon, cette fois chez mes parents qui habitaient à Dijon. Et c'est assez rare, là, puisque tout le monde grandissait. Ma grand-mère est décédée aussi, donc il y a moins de retrouvailles. Et là, j'avais amené un micro, j'avais amené une petite caméra, et j'ai fait quelques entrevues. Et ma tante, avec son mari, ont accepté, en fait, de m'offrir un petit témoignage de leur rapport au pays, de l'exil, tout ça. Fait que ça, c'était très beau. Mais sinon, c'est beaucoup plus dur. Il y a eu un moment très, très fort. Et je pense que c'est par ma propre trajectoire aussi que j'ai initié ça. C'est quand j'ai rencontré Kim Thuy, qui à l'époque publiait son premier livre, Rue. Elle est venue au Salon du Livre à Rimouski, puis j'ai osé aller lui parler après un déjeuner littéraire et lui raconter une petite partie de qui je suis. Et elle a été vraiment super accueillante. On a eu des beaux échanges par la suite. Et quand je suis revenue dans ma famille, eh bien, ma mère en avait parlé, elle avait transmis le livre à mes oncles, mes tantes. Et un de mes oncles, tonton Nyoc, pendant ce moment familial à Noël, tout à coup, s'est mis, à partir du livre, à dire « Ah ben, c'est vrai, moi ça m'a rappelé que, tu sais, moi c'est à telle année que je suis partie, elle c'est en telle année. » Et puis là, il s'est mis à raconter la traversée en boat people, la tempête, les pirates, comment il est devenu finalement responsable de guider le navire alors qu'il y avait 50 personnes à bord puis qu'il n'avait jamais conduit en mer. Et que ça a été vraiment un moment... Et là, c'était très, très touchant. Tous les cousins, cousines, tout à coup, on sentit qu'il se passait quelque chose. On s'est tous rassemblés autour de lui. Ça a été un moment magique, unique, que j'ai pas pu enregistrer malheureusement, mais que j'ai tenté d'écrire dans la partie création de ma thèse de doctorat. Donc c'est le moment où tu t'es rendu compte que tu étais à moitié vietnamienne. C'est beaucoup dans les échanges avec Jeanne-Marie et dans le bac en psychosociaux, parce que pour devenir des psychosociologues, des accompagnateurs du changement dans les organisations, auprès des personnes, on travaille, on est soi-même son propre outil, son premier outil de travail. Donc il faut qu'on travaille sa propre histoire, il faut qu'on sache qui on est, d'où on vient, parce que sinon on est amené à rencontrer toutes sortes de situations de vie, puis si on n'est pas au courant de ces écueils, de ces enjeux, on peut projeter sur l'autre. Fait qu'on travaille la première année beaucoup sur soi. Et il y a un cours notamment qui s'appelle le cours de roman familial, où on met à jour l'histoire qu'on se raconte que nos parents rêvaient pour nous. Tu vois, le projet parental finalement que nos parents avaient pour nous à notre naissance. Fait que c'est un très beau cours. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires de vie finalement où on revient sur sa vie, sur ce qu'on se raconte. Et c'est là-dedans que j'ai commencé à me rendre compte de ce métissage et à vouloir le travailler, parce que c'était comme je le vivais un peu comme un handicap, c'est-à-dire comme quelque chose qui est brisé ou fracturé en moi et que j'arrive pas à réconcilier, à mettre ensemble, tu sais. Puis c'était pas forcément facile non plus dans le couple mixte de mes parents, pour toutes sortes de raisons. Je pense pas que c'était un manque d'amour du tout, mais la différence culturelle avec ces deux cultures très très aux antipodes pour certaines choses, où en France c'est une culture plus individualiste, on pourrait dire, où le jeu a toute sa place, l'épanouissement personnel, et alors qu'au Vietnam, en Asie du Sud-Est, c'est la famille, c'est la communauté avant tout, on met le nom de famille avant le prénom, le jeu n'existe quasiment pas.
Donc, il y avait toutes sortes de difficultés au quotidien que je pense que mes parents n'arrivaient pas à identifier comme une différence simplement culturelle et une difficulté à communiquer. Alors moi, j'attrapais, je ressentais tout ça, je trouvais ça très dur. Et puis aussi, ma mère a vécu quand même difficilement l'arrivée de toute ma famille vietnamienne. Parce que tout à coup, c'était accueillir ce monde-là, c'était accueillir sa belle-mère avec tout ce que ça représente. Une belle-mère vietnamienne, c'est quand même très exigeant, tu vois. Et puis les enfants restent toujours les enfants, tu vois, même s'ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est vraiment respect et piété filiale auprès des parents. Fait que c'était parfois pas facile pour ma mère. Donc j'étais un petit peu déchirée, tu vois, entre ma mère et mon père, entre deux cultures. Et parfois, si j'étais proche de mon père, j'avais le sentiment de trahir ma mère et inversement. Fait que c'était pas très confortable, toujours d'être entre deux chaises aussi. Donc venir ici, travailler sur mon histoire, travailler sur le métissage, voir que je peux en faire une richesse à condition de le réconcilier à l'intérieur de moi, de faire la paix entre ces deux parties, d'en voir la beauté. C'est devenu vraiment une quête là, et un moteur qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Parce que tu as aussi une pratique artistique dans laquelle tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui touche à la filiation, à l'exil, à la transmission. Est-ce que tu peux en dire plus ? Oui. Ma thèse de doctorat, je l'ai fait en littérature, avec un profil recherche-création. C'était important pour moi de pouvoir écrire et créer dans cette thèse. Et je l'ai faite sur la crise de la transmission filiale en contexte d'exil et de post-exil. Donc, quand on est exilé, mais aussi descendant d'exilés, et qu'on porte les mémoires de ses ancêtres, de ses parents, sans même avoir vécu ce qu'ils ont traversé et sans même le savoir parfois. Donc j'étudiais 4 romans contemporains. Il y avait donc le fameux Rue de Kim Thuy, L'énigme du retour de Dany Laferrière, Lumière de Pointe-Noire d'Alain Mabanckou et La balade d'Ali Baba de Catherine Mavritakis. Puis j'écrivais aussi mon propre récit que j'ai appelé comme L'empreinte de la tortue, et qui est un récit migrant de filiation finalement entre la France, le Vietnam, le Québec. Comment le Québec aussi a été important pour moi parce que c'est comme la 3e terre qui m'a permis de réconcilier finalement les deux dans lesquels j'étais prise. Oui, parce que tu vis au Québec depuis quand même pas mal d'années. Je vis au Québec depuis 2009. Oui. Tu as mis tes 2 enfants au monde au Québec. Oui, en fait, j'ai vécu donc 7 ans à Rimouski, puisque je suis arrivée directement à Rimouski. J'ai fait mon bac en psychosociaux, comme je te disais. Après ça, j'ai travaillé 1 an au journal Le Mouton Noir, comme chargée de projet pour former la relève en journalisme sur tout le Bas-Saint-Laurent. J'ai acheté ma première voiture pour me déplacer sur le territoire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de premières fois, de moments fondateurs pour moi qui se sont réalisés ici, alors qu'en France, on dirait qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas éclore, beaucoup, beaucoup de peur, plein de talents et de dons, mais j'avais trop peur d'aller dans le monde. Fait que c'est vraiment le Québec, le bac en psychosociaux qui m'a permis d'éclore. C'est aussi pendant le bac qu'il y a des professeurs qui m'ont dit « Mais il me semble que tu as vraiment un talent pour l'écriture. Qu'est-ce que tu en fais ?» Et là, j'ai dit « Je sais pas. » Et je me suis rendu compte, en fait, que oui, j'écrivais dans mon journal, par exemple, puis des textes, mais que je m'étais jamais fait lire. Jamais. Fait que là, il y a quelques professeurs qui sont devenus mes premières lectrices. Et puis après ça, j'ai osé me commettre, écrire mes premiers textes, j'ai organisé des soirées de poésie. Et voilà, donc ça a été le début d'une aventure. J'ai travaillé aussi dans une agence de communication où j'étais recherchiste pour TELUS, en fait, pour la chaîne Ma Communauté. Donc j'ai découvert le Québec par cette job-là. Et puis après ça, j'ai commencé ma thèse de doctorat en littérature. Et puis, au cours de ma thèse, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon conjoint, qui travaillait à ce moment-là à Passepébiac, en Gaspésie. Alors, j'ai décidé d'aller le rejoindre là-bas parce que j'étais en rédaction de thèse, donc je pouvais écrire de n'importe quel lieu.
Et puis là, tout s'est enchaîné très vite, je te dirais. Les 2 enfants, bac à bac, 15 mois d'écart. On s'est rencontrés en 2015. En 2016, j'ai déménagé dans la baie. En 2007, Esteban est né. En 2018, Lily Rose. On s'est mariés en 2018, 1 mois et demi après la naissance de Lily, ce que je recommande absolument à personne. Une vraie folie. Je suis devenue citoyenne aussi canadienne dans cette époque-là. Et puis là, j'ai fini ma thèse en pleine pandémie avec... C'était le moment où la garderie était fermée pendant 3 mois. Il fallait absolument que je dépose. Mon conjoint était en télétravail à temps plein à la maison. Les petits étaient tout petits. Là, ça a été un beau défi, mais j'ai été magnifiquement accompagnée par ma directrice de thèse, Catherine Gosselin, à l'UQAR. Puis ça m'a permis de terminer. Voilà. Alors, après ça, j'ai vécu ma vie d'artiste en Gaspésie. J'avais le goût de m'impliquer dans la communauté. J'avais le goût d'offrir ce que je sais faire. Puis ce que je sais faire, en fait, notamment, c'est du kassala. Et le kassala, c'est un poème de louange, un poème de célébration qui est originaire d'Afrique subsaharienne et qui m'a été enseigné par Jean Kabuta, qui est originaire du Congo, mais qui a vécu en Belgique, qui est devenu professeur d'université en littérature et linguistique africaine notamment, mais qui enseigne toutes les langues africaines, le néerlandais aussi, à l'université de Gand. Et puis, il a été invité par Jeanne-Marie dans une université d'été à Rimouski et il nous a présenté le kassala. Et on est tombé en amour avec cette pratique qui est un art de vivre, en fait, puisque c'est une invitation à la gratitude, à l'émerveillement, que ça vient des griots, en fait, les musiciens et les poètes africains qui inscrivaient la personne dans sa lignée, dans sa filiation, dans son territoire, dans ses relations, pour lui rappeler la noblesse de son être, pour lui rappeler d'où elle vient. Donc voilà, pour moi ça a été un coup de cœur total. Et puis la première fois, j'ai suivi plein d'ateliers avec Jean, et la première fois où j'ai vraiment senti l'utilité, l'importance, la nécessité pour moi d'écrire un kassala, c'est quand mon premier neveu est né en France. Et je ne pouvais pas être là, bien sûr, pour la naissance. Et je me suis dit, comment faire pour me rapprocher de lui, pour être proche de mon frère et de ma belle-sœur, pour me rendre présente malgré l'absence. Et c'est le kassala qui m'est venu. Donc j'ai dit à Jean, as-tu un modèle de kassala naissance? Il m'a dit non, mais je peux t'en faire un. Alors il a commencé quelque chose, puis là j'ai poursuivi, j'ai écrit ça, je l'ai envoyé à ma belle-sœur, je l'ai enregistré et elle a écouté ça, elle était encore à l'hôpital le lendemain de la naissance, elle a été tellement émue qu'elle a fait la même chose quand j'ai eu mon premier enfant. Ah, oh, c'est beau. Ouais, c'est une artiste, en plus une musicienne, elle s'appelle Lucie Gaillard et elle l'a mis en musique et voilà. Et en fait, quand Jeanne-Marie dit faire de ces transformations personnelles des révolutions culturelles, c'est ça qui s'est passé dans notre famille, dans ma famille. C'est que j'ai découvert le kassala et je l'ai transmis à toute ma famille. Et c'est devenu comme un nouveau rituel pour souligner tous les passages, les transitions dans la famille. C'est vraiment très beau. Alors qu'en plus, vous n'avez pas d'origine africaine, donc vous vous êtes imprégné d'une tradition qui, à l'origine, n'a aucun rapport avec votre parcours à vous. Je pense que ça, c'est aussi une des choses que j'ai vues quand j'ai fait toute cette trajectoire-là de réappropriation de mon identité, ma part vietnamienne. C'est comme, parfois, on a besoin de faire un détour. C'est-à-dire qu'avant de me réapproprier cette part de moi, eh ben, j'ai eu besoin de faire un détour par l'Afrique. Donc ça a été ma rencontre avec Jeanne-Marie du Rwanda, ça a été ma rencontre avec Jean Kabuta du Congo. J'ai eu une rencontre importante aussi avec Rodney Saint-Éloi, je ne sais pas si tu le connais, c'est un éditeur et écrivain haïtien qui a fondé l'édition Mémoire d'Encrier à Montréal, dédiée à la diversité, au dialogue entre les peuples et les cultures. Toutes ces personnes-là ont eu vraiment une fonction très importante dans ma vie par rapport à ce détour dont je te parle, puis aussi à toute la question décoloniale, tu vois, vraiment avoir une lecture critique
sur tout ce qui nous a été transmis, enseigné à l'école, où, tu vois, j'ai fait mes études en France et jamais on nous a parlé de cette question coloniale comme là, on est en train de le faire aujourd'hui, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose dont je me suis souvenue récemment en discutant avec des personnes autour de moi. Mais à l'école, je me souviens avoir appris les décolonisations, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir appris la colonisation. C'est comme si un jour, la France avait entrepris un processus de décolonisation, mais en n'ayant jamais colonisé vraiment avant. Exactement. Il y a encore un gros angle mort là-dessus. Je pense que on y travaille, mais ça prend du temps. Ici aussi, oui. il y a un gros travail de décolonisation qui est en cours, c'est pas fini. Je pense que c'est un pas à la fois. Il faut à la fois être patient et puis persévérant et puis faire autour de soi tranquillement, avec beaucoup d'amour et de patience. Mais oui, c'est un gros travail qui nous attend. Et justement, tu le mentionnais, ici on est en territoire colonisé. Toi, ton héritage déjà entre la France et le Vietnam, c'est une histoire de pays qui en a colonisé un autre. Comment est-ce que tu conjugues un peu tout ça ? Tu vois, au départ, c'est drôle parce que j'avais pas toute cette connaissance non plus de l'histoire de colonisation du Canada et du Québec. Fait que je suis arrivée, puis pour moi, par rapport à l'Europe, là, à l'ancien monde, c'était vraiment le nouveau monde, tu vois. Je mettais le pied ici, tout à coup, j'avais la sensation d'espace, de liberté, une sensation vraiment, comme on dit en Amérique, que tout est possible. Puis je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger qu'en Europe. Là, on le sent quand on atterrit là, à Paris. À la fois, il y a toute la beauté, il y a toute l'histoire et tout. Puis en même temps, il y a ce qui va avec, tu sais, le poids de l'histoire et puis la lourdeur, tu vois, qui va avec. Et pour sortir des carcans, c'est beaucoup plus difficile. Fait qu'ici, tu as le rapport au territoire, tu as le rapport à la nature qui est beaucoup plus accessible. Fait que ça c'est vraiment important. Je pense que le fait d'avoir cette histoire de métissage France-Vietnam, ça m'a tout de suite aussi rapproché, tu vois, et puis, sensibilisé à la question autochtone ici au Québec et au Canada, et notamment le fait d'avoir habité en Gaspésie. Quel cadeau! Pour moi, cette expérience de 7 ans, c'est un cadeau, mais de bout en bout, là, vraiment. Autant par le rapport à la nature, au cycle des saisons. Il y a quelque chose déjà ici à Rimouski, le fait d'habiter au bord du fleuve, proche du parc du Bic et tout, mais j'ai tellement été investie dans mes études, dans le travail et ma quête identitaire que j'étais pas tant ouverte à ça. Mais en Gaspésie, et puis aussi avec la naissance de mes 2 jeunes enfants, vivre dans la baie, dans cette espèce de douceur là, de la baie des Chaleurs, proche de la nature et tout ça, avec une communauté où on est très au rythme, on vit au rythme des saisons. Et puis, on est dans une espèce de décroissance aussi. Tu sais, le projet de vie, là, c'est pas de travailler plus du tout, là, c'est de travailler moins pour avoir du temps, pour vivre, pour savourer, pour faire son potager, pour profiter des étés qui passent si vite. Fait que j'ai apprécié mon expérience de bout en bout. Et puis, j'ai été aussi proche, plus exposée aux communautés autochtones, notamment à la communauté Mi'kmaq, puisque, tu vois, j'habitais à Bonaventure, et puis à 40 minutes, même pas une demi-heure, il y avait la communauté Mi'kmaq de Guescapéguiag. Et puis moi, j'ai eu à cœur d'aller tisser des liens avec cette communauté-là, et notamment par les arts et la poésie. Donc, je pense que le premier événement que j'ai organisé, c'était après la mort de Joyce Echaquan. J'ai organisé une soirée de poésie en hommage à Joyce et à toutes les femmes autochtones disparues et assassinées. Et je pense que c'était dans le cadre des 12 jours d'action, 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, organisées par la Fédération des femmes du Québec. Voilà. Et donc, j'ai voulu mettre sur scène ensemble des poètes acadiennes, des poètes anglophones, parce qu'on est vraiment des communautés comme ça. Il y a un village anglophone, un village francophone tout au long de la baie des Chaleurs. Et puis aussi des femmes Mi'kmaq de Guescapéguiag. Donc, j'ai tenté d'entrer en contact avec elles par des amis.
Et puis, il y a 3 femmes qui sont venues, dont Jeannette Martin, qui est une ritualiste Mi'kmaq, et qui a fait une cérémonie de bénédiction, cérémonie d'ouverture avec la sauge, le tambour et des chants sacrés, et avec qui j'ai tissé des liens et avec laquelle j'ai fait plusieurs événements par la suite. Donc, c'était de pouvoir mettre ensemble 3 communautés qui parfois se côtoient, mais ne se connaissent pas, et à travers la poésie, la musique, le chant. Et là, tu parlais plus particulièrement des femmes, et ça m'a fait penser à une réflexion que je me suis faite tout à l'heure quand tu parlais, parce que tu disais que tu avais été en contact avec Kim Thuy, qui parle aussi beaucoup de son parcours. J'ai pensé à Mai Hua aussi, qui est une documentariste française qui a fait un film qui s'appelle Les Rivières, sur l'histoire de sa famille, en fait, entre le Vietnam et la France. Et je me suis demandé si c'était un hasard que vous soyez 3 femmes à faire ce travail-là. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose chez les femmes, un peu un devoir de transmission et de recherche de l'identité comme ça? Est-ce que c'est un hasard que vous soyez toutes des femmes? C'est une belle question. Je pense qu'en tant que femme, oui, il y a une sensibilité très très grande à cette question de la transmission et de la filiation, le fait de porter, tu vois, les enfants. Moi, ça a été tellement important pour moi. Tu vois, je faisais une thèse sur la crise de la transmission filiale en contexte d'exil et de post-exil. Donc, j'étais à la fois la fille de mon père exilé, je suis aussi la fille métisse de mon père et ma mère, France-Vietnam. Je suis aussi celle qui a décidé de quitter la France pour vivre au Québec. Donc, j'ai déjà ces 3 statuts, là, exilé, post-exilé, métisse. Puis, en même temps, je mets au monde des enfants sur une terre qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de mes ancêtres. Alors, évidemment, on dirait que ces questionnements sont encore accrus, sont encore amplifiés, je trouve, par le fait de donner naissance. Fait que tout au long de ma thèse, tout à coup, le fait d'avoir des enfants, ça prenait encore plus de sens pour me demander, mais qu'est-ce que je vais leur transmettre, moi, sur cette terre, tu sais, où ils naissent, qui est la Gaspésie, en plus, là, ce sont vraiment des Gaspésiens, là. Ils sont nés les pieds dans l'eau de la baie, dans la boîte, puis c'est vraiment des petits Gaspésiens, c'est génial. Mais moi, qu'est-ce que je vais leur transmettre, tu vois, de ma culture française et puis de la culture de mon père, vietnamienne, à travers aussi les voyages, moi, que j'ai fait là-bas. On n'en a pas parlé, mais j'en ai fait 3, dont un où j'étais enceinte d'Esteban, de mon garçon. Donc, c'était effectivement, je pense qu'en tant que femme, cette question est cruciale là, de cette transmission là, de la culture et la question des rituels aussi, dont je parle dans ma thèse, qui m'habite beaucoup. C'est quoi les rituels que je veux léguer, offrir et comment je peux à la fois les renouveler, tu vois, parce que tu vois, par exemple, le culte des ancêtres, il est tellement important au Vietnam. Puis en même temps, quand j'y vais et que je m'incline, comme le font les Vietnamiens, au début, il y a une part de moi qui se sent toujours un peu imposteur, là, le fait de s'incliner avec l'encens, puis, parce que je ne l'ai jamais fait, cette chose-là. Ce n'est pas une posture, un geste ou un rituel que j'ai pratiqué, mais comment je peux le faire d'une manière où je me sens bien, où je m'approprie ce geste-là. Et tu vois, par exemple, au cours de ma thèse, je travaillais sur les rituels, et ce qui m'est venu, c'est mais oui, je vais faire un hôtel des ancêtres dans ma maison. Alors, j'ai appelé mon père, qui était au Vietnam à ce moment-là, parce que depuis sa retraite, il passe tous ses hivers maintenant au Vietnam, 4 mois, chaque année. Donc, il renoue quand même avec... Oui. Finalement, tu disais au début qu'il voulait retourner au Vietnam. Ça a pris plus de temps qu'escompté, mais il est retourné au Vietnam. Oui. En fait, le premier voyage... Le grand voyage de retour qu'il a fait, c'était avec moi quand j'avais 18 ans. Il a, pour la première fois, moi je portais ce désir depuis toute petite, là, cette espèce de soif. Et pour la première fois, j'avais 18 ans et là il demande qui est-ce qui aimerait venir au Vietnam. Et j'étais la seule à dire oui, mais j'étais l'aînée moi aussi, j'ai 2 frères plus jeunes, mais ça ne les intéressait pas à l'époque. Et puis ma mère
n'était pas prête à y aller. Donc, on y est allé ensemble pour la première fois. Mais lui, ça faisait 25 ans qu'il n'était pas rentré. Fait qu'en soi, c'était déjà pour lui un voyage initiatique. Et le fait qu'il soit avec sa fille, c'était presque trop, tu vois. Alors moi, j'attendais qu'il me parle, qu'il me partage son vécu. Mais en fait, lui, il était en plein choc de découvrir son pays complètement, évidemment, métamorphosé par la guerre, par toutes ces années. Il ne reconnaissait rien. Et puis aussi, le pays était, à l'époque où il vivait là-bas, divisé en deux par le 17e parallèle. Donc, il n'avait jamais pu visiter le nord du pays. Le pays était coupé en deux. Et donc là, pour la première fois, on allait au nord. On découvrait ensemble son pays. J'ai découvert la baie d'Along avec lui, par exemple. Wow. Fait que ça a été un voyage très, très difficile, je pense, pour nous deux. Parce que j'avais beaucoup d'attentes comme fille française, occidentale, qui s'attendait à ceci, à cela. Tu sais, un petit peu gâtée aussi, un petit peu... Et j'arrivais pas à me mettre à sa place, en fait. Et c'est vraiment par la suite, avec tout ce travail que j'ai fait, que je me suis dit, mon Dieu, mais quel choc pour lui. Je pense que le travail que j'ai fait dans ma quête identitaire, ça a été aussi, paradoxalement, de pouvoir me décentrer de ma posture pour me mettre à la sienne et avoir du cœur pour toute sa trajectoire. Mais quand tu es arrivée au Vietnam, est-ce que tu t'es sentie quand même un peu vietnamienne ou au contraire tu t'es rendu compte d'à quel point tu étais française? Alors je sais même plus c'est quelle année là, mais c'est autour des années 95 je pense. Un petit peu avant. Et le Vietnam n'était pas encore très ouvert là, à l'Occident, c'était vraiment les débuts. Donc je passais pas inaperçue, mettons. Ah oui. Puis, je me souviens, tu vois, que j'étais arrivée, en plus, tu vois, sans trop grande connaissance du pays, donc avec des petites robes un peu légères. Et puis, rapidement, le regard sur moi m'a fait... tu vois, j'étais très mal à l'aise. Du coup, on est allé comme chez un petit tailleur. Puis, je me suis fait faire des pantalons pour passer un peu plus inaperçue. Puis, en plus... j'étais seule avec mon père. Puis là-bas, tu vois, parfois, il y a des couples avec des grandes différences d'âge. Fait que là, tu sais, on me prenait peut-être pour son épouse. En tout cas, oh là là, je trouvais ça vraiment pas évident. Ouais, fait que non, je peux pas dire que je me suis sentie vietnamienne. C'était un choc aussi pour moi, en fait. Parce que tu sais, je suis une littéraire quand même depuis toujours. Alors sensible aux œuvres de Marguerite Duras, par exemple, ou à des films comme Indochine, de Régis Varnier. J'avais des images en fait très coloniales d'ailleurs du Vietnam. Et puis là, arriver dans la réalité crue, tu vois, avec les couleurs, avec... déjà aussi, je me rappelle quand même le plastique aussi, tu sais, on n'était plus dans les images du bois noble, on était déjà dans une autre ère, là. Oui, il y a eu comme des écarts, des dissonances entre mon Vietnam rêvé, mettons, et mon Vietnam réel, là. Ça a été, ce premier voyage-là a été un choc pour moi, pour mon père aussi. Par la suite, il y en a eu 2 autres. Un pendant ma thèse de doctorat, où là, c'était 2015, je pense. Et là, ça a été ma rencontre avec mon père. Cette fois, il y avait comme quelque chose qui était mûr parce que j'avais cheminé, j'avais tout fait ce travail sur moi et je pouvais me mettre à sa place. Et il se sentait compris, en fait. Parce que c'est ça, tout ce que j'ai fait, j'ai pu le transmettre aussi à ma famille. Donc, ça a changé toute la posture de mes frères, de ma mère par rapport à mon père aussi, tu sais, qui était un peu comme l'éternel étranger, l'éternel perdu, celui qui fait, tu sais, qui est jamais un peu dans le rythme occidental, qui est toujours trop lent, ou ceci ou cela, tu sais. C'est très insidieux, en fait, ce rapport colonisateur. Hein. On s'en rend pas compte, mais il y avait parfois du jugement ou du mépris sur la différence de l'autre. Et qu'est-ce que tu transmets à tes enfants aujourd'hui, qui sont encore jeunes, mais oui. J'imagine que tu as dû avoir toute une réflexion quand même autour de ce que tu voulais leur transmettre. Oui. Ben, parler déjà, parler de mon père, donc de Ba, parce que je me suis mis à l'appeler Ba, comme on appelle son père Ba en vietnamien, qui veut dire papa. Donc ça a été ça, c'est faire l'hôtel des ancêtres dans la maison, donc qui voit
leurs arrière-grands-parents, qui sachent qui ils sont, qui voient leur visage, leur nom, qui puissent jouer sous leur regard bienveillant, tu vois, qui me voient allumer de l'encens, qui me voient frapper sur le petit bol. Voilà, et puis aussi un autre objet rituel qui s'appelle un mo, puis je ne sais pas très bien prononcer, mais qui est un petit objet en bois sur lequel on frappe régulièrement. Et on peut l'entendre, par exemple, dans le film L'odeur de la papaye verte. Je ne sais pas si tu as vu ce film de Tran Anh Hung, qui est magnifique. On entend ces petits bruits, un peu moins aujourd'hui à cause du bruit des scooters et des motos, mais on l'entend quand même régulièrement. C'est pour appeler les ancêtres. Fait qu'il y a cet hôtel-là qui est dans la maison et que j'ai fait grâce à mon père, puisque je lui ai demandé, quand il était pendant la pandémie, un peu au Vietnam, même enfermé parce qu'il ne pouvait plus rentrer en France, je lui ai demandé de me trouver des chandeliers en bronze, de me trouver des objets rituels. Il m'a trouvé une statue de la déesse Kuan Yin, la déesse de la compassion, qui est une déesse importante aussi pour notre famille. Fait que c'est de parler de ça, c'est qu'ils voient ces objets rituels, c'est qu'ils connaissent l'histoire un peu de Papy Fan, ils l'appellent Papy Fan. Et puis, il y a aussi le Nouvel An lunaire, par exemple, qu'on a célébré cette année avec un autre ami à moi qui s'appelle Ludovic Descorets, qui est moitié vietnamien, moitié français aussi, et qui vit à Rimouski, et qui a 3 enfants. Donc, voilà, on s'est retrouvés ensemble et on a choisi de fêter ça ensemble, de faire des rouleaux de printemps, donc par la cuisine, évidemment. Et puis un jour, on ira au Vietnam, je pense, peut-être un projet même de documentaire là-bas. Tu parlais d'objets, ça m'amène à ma dernière question, qui est si tu devais nommer un objet culturel qui incarne toutes tes influences personnelles, quel serait-il ? Un objet qui incarne toutes mes influences. Oui, vraiment en tant que personne. Je ne sais pas si c'est un objet aussi, mais en tout cas, ce qui me vient, c'est le tissage. La pratique du tissage. Oui. D'accord. Le tissage qui donne le métissage aussi, le métier à tisser. Je sens que c'est dans ma vocation, dans ma mission de vie, en fait, de tisser des liens, puisque je l'ai fait pour moi, en moi. Mais c'est ça que je fais aujourd'hui, entre différentes cultures, comme je le faisais en Gaspésie, différentes personnes, différents milieux. Tu vois, là, j'enseigne en psychosociologie, mais j'enseigne dans des programmes en art. À l'automne et à l'hiver, là, je vais enseigner au bac, je vais enseigner à la maîtrise en psychosociaux, mais il y a aussi 2 programmes en art. Donc, je suis comme, tu vois, j'enseigne en psychosociaux, mais j'ai fait un doctorat en lettres. Donc, j'ai une espèce de parcours, tu vois, un peu transfuge qui peut pas se cantonner à une discipline ou à un domaine, mais qui essaie de tisser des liens. Ma thèse de doctorat, elle est vraiment interdisciplinaire, tu vois. J'ai publié dans des revues en sociologie sur rituels et identité, dans des revues en littérature. Là, je vais plus me diriger en psychosociaux, tu sais. Fait que c'est comme de pouvoir avoir cette liberté de mouvement, d'être, que j'ai gagnée finalement, parce qu'elle ne m'a pas été donnée, mais grâce à toutes les rencontres que j'ai faites. Puis aujourd'hui, grâce à toutes ces rencontres, je peux à nouveau donner, transmettre, puis offrir à toutes les personnes que je rencontre. Quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Peut-être, si ça te tente, on pourrait faire une pause, puis je pourrais te lire un extrait de mon Kassala. Ah oui, complètement. Oui. Donc c'est un extrait d'un Kassala que j'ai écrit sur moi, sur ma vocation. Je suis Thuy Aurélie, je suis tisseuse de soie. Par mes mots, je tisse des fils soyeux, résistants, souples et élastiques, qui relient les êtres ensemble et les sortent de l'isolement et de la désespérance. Mes mots magiques, alchimiques, renouent les filiations rompues, rétablissent les arbres généalogiques, les liens d'amour blessés à l'horizontale et à la verticale. Je mets du moelleux dans les cieux, de l'humide dans l'aride. Je m'incline devant ma lignée, je la fais exister par des mots qui dansent sur le papier.
Je suis Thuy Aurélie et je suis chanceuse, moi, d'avoir ce don des mots qui raniment les morts. Ils rappellent à la vie ceux qu'on a oubliés, celles qui font partie d'un autre temps. Je chante sur tous les tons le nom de mes ancêtres que je n'ai pas connus, mais que je vois en rêve. Et je frappe le mot et le bol vietnamien pour me souvenir que je ne suis pas née seulement du vent et de la pluie, mais de ces hommes et ces femmes qui font que je suis là aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Québec au pluriel, le 30e depuis le début de ce projet en septembre 2023, et toujours produit avec CISM. On se retrouve la semaine prochaine pour une entrevue avec une autre artiste basée à Rimouski. Je vous dis donc à samedi prochain.